Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Arc de Triomphe de la place de l'Étoile à Paris. Il a été construit à la périphérie de Paris en 1806, à l'emplacement d'une ancienne butte appelée la butte de l'Étoile. C'était une petite colline qui faisait 58 mètres d'altitude et elle avait été appelée la butte de l'Étoile du fait des rues qui s'y croisaient en étoile. Mais cela n'était pas comparable avec la très belle trame urbanistique de la place que nous connaissons de nos jours, avec les 12 avenues qui rayonnent tout autour comme un soleil. La place n'était pas aménagée, et c'est ainsi jusqu'au règne de Louis XV. Elle était donc en pleine campagne, dans un paysage rural, à la lisière de la ville, et on a entrepris, quelques années avant la Révolution, la construction d'une barrière d'octroi sur cette place. Alors, cette barrière, elle était destinée à la perception de taxes sur les marchandises importées dans Paris. L'octroi, c'est le nom de cette taxe qui portait sur les alcools, sur le bois de construction et de chauffage, sur le bétail et sur d'autres produits de consommation. En 1762, la butte de l'Étoile est arasée puis aplanie et on y construit une barrière donc d'octroi constituée de 2 grands pavillons et d'une grille. Toute la ville fut entourée de telles barrières d'octroi et on appela cet ouvrage le mur des fermiers généraux, un terme qui désigne les percepteurs des impôts. Aujourd'hui, les anciens pavillons peuvent être vus dans Paris malgré les destructions du mur des fermiers généraux en 1860. Il y a certains pavillons qui ont subsisté. Du côté de la Villette, près du métro Stalingrad, il y a la rotonde de la Villette. Vous pouvez en voir une au Parc Monceau, dans le 8e arrondissement. La place de l'Étoile était une vaste zone et elle a inspiré de nombreux projets d'architecture, dont un qui s'est révélé particulièrement novateur et spectaculaire. Il s'agissait d'un édifice en forme d'éléphant, un gigantesque édifice tout à fait spectaculaire, à l'intérieur duquel on y aurait placé un escalier dans une des pattes de l'éléphant, la trompe aurait servi de fontaine et les oreilles de haut-parleurs, diffusant de la musique jouée par un orchestre installé dans la tête de l'éléphant. À l'époque, l'idée ne rencontra pas de succès. Et c'est après la Révolution, avec Napoléon Ier, que la place de l'Étoile va enfin trouver son monument. Et ce sera un monument perpétuant le souvenir des armées. Alors, nous sommes en 1806, Napoléon a 37 ans, il est au fait de sa gloire après avoir remporté la célèbre bataille d'Austerlitz en décembre 1805. Napoléon avait dit à ses armées à Austerlitz: « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Les architectes Jean-François Chalgrin et Jean-Arnaud Raymond s'activent pour que sorte progressivement de terre l'Arc de Triomphe. Or, en 1810, au moment du mariage de Napoléon avec Marie-Louise d'Autriche, l'arc n'est pas terminé. Alors Napoléon fait réaliser un arc factice, fabriqué de toile et de papier mâché, pour pallier au problème. Et puis vient la campagne de Russie, qui tourne mal pour Napoléon et la Grande Armée. Et le chantier est stoppé faute de moyens financiers. Il sera terminé bien plus tard, en 1836, sous le règne de Louis-Philippe, qui modifie les ornements en commandant des sculptures évoquant à la fois les armées de l'Empire, mais aussi celles de la Révolution et de la République. Cette gravure du projet initial par Jean-François Chalgrin
montre que les ornements sculptés de l'arc ne sont pas tout à fait ceux que nous connaissons aujourd'hui. Il devait y avoir au sommet de l'arc, sur son attique, une inscription dédiée à Napoléon et à Marie-Louise. Alors de nos jours, à chaque fois que nous empruntons le rond-point de l'étoile, les ornements que nous voyons sont ceux commandés par le Premier ministre de Louis-Philippe, Adolphe Thiers, qui était un passionné d'histoire. Alors les nombreuses photos que les touristes qui viennent du monde entier pour admirer l'arc, eh bien, elles ont en arrière-plan les reliefs sculptés datant de 1836. L'artiste Jean-François Rude, il réalisa les statues en haut relief qui sont placées au bas de la pile de droite et quand on est sur les Champs-Élysées, et il s'intitule La Marseillaise. Alors ça représente le départ des volontaires de l'armée du Rhin en 1792 dans la guerre contre l'Autriche. Ce bas-relief est dans un style romantique avec un grandiose génie de la liberté ailé qui semble s'élancer dans les airs. Le relief situé sur la pile de gauche, quant à lui, est de Pierre Cortot et il représente Napoléon et il est dans un style beaucoup plus classique. Maintenant, intéressons-nous à l'autre face qui est située du côté de la Grande Armée. Ce sont des sculptures de Antoine Etex qui représentent la résistance et la paix. Quant aux cartouches rectangulaires qui sont ornées de bas-reliefs, eh bien, elles nous relatent les histoires, les victoires surtout de militaires de la Révolution et de l'Empire, ainsi que les funérailles du jeune général de l'armée révolutionnaire, le général Marceau, mort en 1796, sur le champ de bataille, qui avait été fait prisonnier par les Autrichiens lors d'une bataille dans une forêt en Allemagne. Et donc c'est ce bas-relief qui met à l'honneur les funérailles de ce général. Nous pouvons le voir quand nous sommes sur les Champs-Élysées, en haut de la pile de droite. Et puis sur la pile de gauche, il s'agit de la bataille d'Aboukir de 1799 en Égypte. Du côté de la Grande Armée, en haut de chaque pile, eh bien, il s'agit de batailles également. Nous avons la bataille du pont d'Arcole, Arcole qui est une ville de l'Italie du Nord près de Venise. Cette bataille est donc en haut du pilier de droite et sur le pilier de gauche, il s'agit de la prise d'Alexandrie qui est la première intervention de Napoléon sur le sol égyptien. Quant au petit côté de l'arc, eh bien, il y a la bataille de Jemmapes, remportée en Belgique en 1792 contre les Autrichiens, qui est représentée sur le petit côté du côté de l'avenue Kléber, et sur le flanc nord du côté de l'avenue de Wagram, c'est la victoire d'Austerlitz de 1805. Alors si vous aimez la finesse et la grâce des ornements sculptés, vous remarquerez les renommés qui ont été sculptés par le sculpteur Pierre Pradier et qui rehaussent magnifiquement avec beaucoup de délicatesse et de féminité les écoinçons de l'arc. Et puis dans la partie supérieure de l'arc, nous pouvons voir cette frise qui fait le tour de l'arc et qui représente des départs et des retours d'armée. L'attique est décorée de glaives et de 30 boucliers au nom des victoires de la République et de l'Empire. Enfin, dans l'arc, sur les murs, il y a des noms de gravés qui sont disposés en colonnes et classés par ordre alphabétique. Eh bien, certains de ces noms qui sont soulignés sont le nom des militaires qui ont perdu leur vie au combat. Alors, avant de conclure, je voudrais vous rappeler qu'en 1923, on plaça sous l'arc la flamme du souvenir
qui brûle perpétuellement aux côtés de la tombe du soldat inconnu. Et cette flamme est le symbole du sacrifice de ceux qui sont morts pour que nous vivions dans un pays libre. Pour terminer cette présentation, je vous propose de finir avec une anecdote rocambolesque. Savez-vous qu'en 1919, un aviateur de l'armée commet un acte spectaculaire en passant en avion sous l'Arc de Triomphe? C'est un jour de 14 juillet et il fit cet exploit en réaction à l'état-major qui interdit à l'aviation de survoler le défilé. Voilà, cette présentation est terminée. Si elle vous a plu, je vous propose de me rencontrer lors d'une visite guidée commentée dans Paris. Vous trouverez régulièrement le calendrier de mes visites sur ma page Facebook guide.elise. À bientôt!